Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour Marielle Spendé, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. On s'était déjà vu l'année dernière pour parler de votre premier roman et on avait aussi fait quelques épisodes pour parler un petit peu de votre métier. Et là on se retrouve donc quasiment un an après et vous avez un deuxième roman qui vient d'arriver. Donc Chute, c'est notre secret. Alors voilà, on va vous laisser un peu parler, un peu nous expliquer en fait ce que c'est ce nouveau roman, quoi. Écoutez, merci Vincent pour votre intérêt et puis je suis très contente de venir vous présenter ce nouvel ouvrage qui est en fait la suite du premier. Donc le premier, pour rappel, c'était L'enfant sacrifié. On découvrait une héroïne qui s'appelle Laura, qui entrait dans la profession d'assistante sociale et qui allait découvrir un grand secret sur sa famille. Et donc là, on va essayer de continuer à creuser sur ce secret. Alors, elle va continuer à rencontrer des situations dans son quotidien professionnel et puis elle va vivre aussi une grande histoire d'amour. Alors, avec tout ce qui peut être compliqué dans ces histoires d'amour. Et elle va découvrir une partie de son histoire au travers des rapports de travailleurs sociaux. Alors, d'un côté, un travailleur social embauché par l'État et de l'autre côté, un travailleur social qui va être embauché par une personne de sa famille parce qu'il va vouloir la rencontrer et ça va mal se passer et en fait elle va découvrir que ses écrits ne sont pas toujours au plus juste et elle ne va pas toujours tout comprendre. Voilà. Quand vous parlez de... Ça existe dans la vraie vie des agents sociaux privés? D'accord. Et donc c'est quoi? C'est la même formation que on peut être assistante sociale, on peut être éducateur spécialisé. On a aussi des anciens gendarmes ou policiers à la retraite qui vont être mandatés pour faire des enquêtes sociales. Et vous pouvez aussi les mandater quand vous voulez vous défendre vous voulez défendre un droit au niveau d'un tribunal. Oui. D'accord, je ne connaissais pas du tout je pensais que c'était toujours des gens qui travaillaient pour l'État. Je ne savais pas que ça existait aussi en privé en fait. On a des assistantes sociales maintenant qui ouvrent leur propre société. D'accord. Voilà. Et du coup, ça pourrait aussi déboucher sur une forme d'ubérisation de ce métier ou c'est vraiment deux choses complètement séparées? Non, c'est deux choses séparées parce que, en fait, malgré tout, quand on passe les diplômes, que ce soit éducateur, assistante sociale, il y a quand même une certification de l'État. Une assistante sociale ne peut pas exercer si elle n'a pas le diplôme. On est sur des professions réglementées avec une éthique. D'accord. Et donc là, comme dit, là on parle vraiment du roman. Donc c'est un livre que vous avez fait en auto-édition qui sera disponible ou qui est déjà disponible. Qui est déjà disponible, oui, qui est déjà disponible sur Amazon. D'accord. Mais que l'on peut quand même commander dans la librairie de son choix. Oui. Ok, ouais. Et là, parce que vous êtes de Falzbourg, donc du coup, ici, on va le trouver à l'Arbre à Papillon, j'imagine. On va le trouver à l'Arbre à Papillon et je vais faire une dédicace à l'Arbre à Papillon au mois de juin, tout début juin. Vous avez déjà la date alors ou non, pas encore? Le 7 juin, je crois. C'est le vendredi et samedi. Ouais. Ça, il faudra communiquer sur les réseaux à ce moment-là, quoi. Et donc, comme dit, vous êtes aussi assistante sociale, quoi. C'est pas juste de la fiction, en fait, même si ça reste un roman. Le personnage, les personnages que vous croisez, c'est de la fiction. Ce sont des personnages que j'ai travaillés, que j'ai créés. Ouais. Les situations sociales qu'elle rencontre sont basées sur des faits réels. D'accord. C'est de choses, donc, c'est-à-dire en gros, même si c'est un roman, ça peut servir aussi de dénonciation de choses qui se passent par chez nous, quoi. Oui. Ça existe. D'accord.
Et parce que vous travaillez dans un cadre assez... C'est vraiment du local, vous. Alors, c'est vraiment... Là, je raconte, dans cette histoire-là, dans les deux premiers romans, je raconte le parcours professionnel quand on travaille en polyvalence au niveau du département. Actuellement, je travaille dans un service spécialisé au niveau des collèges, à l'éducation nationale. D'accord. Et du coup, là, au niveau des collèges, tout se passe bien? Alors non, tout se passe pas bien. Et j'ai envie de dire que la sortie de ce roman arrive sur un moment qui est vraiment très, très problématique actuellement pour la profession du social en général et plus particulièrement pour les assistantes sociales de l'éducation nationale. Alors, voilà, nous en avions parlé, j'ai quand même préparé quelques chiffres pour essayer d'alerter sur ce qui se passe actuellement en France, dans nos collèges, auprès de nos élèves. Alors, pour rappel, on a 12 millions d'élèves en France. Quelques chiffres, je ne vais pas tous vous les citer, mais 3 enfants par classe sont victimes de harcèlement. 3 enfants par classe sont victimes de violences sexuelles. Un enfant meurt tous les 5 jours de violences intrafamiliales. 3000 enfants dorment dans la rue. 3 millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Plus de 20 000 mineurs sont en situation de prostitution. Le suicide est la 2e cause de mortalité chez les 15-25 ans. Et un autre chiffre qui, à mon avis, est vraiment à prendre au sérieux en lien avec les suicides, c'est qu'en l'espace de 7 ans, les psychotropes chez les mineurs ont été augmentés de 155%. Pour faire face à ça, à l'éducation nationale et dans le cadre de l'accompagnement de nos jeunes, nous avions des services qui, il y a encore 15 ans, étaient rendus efficients parce que nous étions assez de professionnels, nous ne faisions pas autant d'établissements, nous n'avions pas autant d'élèves à charge pour un seul professionnel, on était plus nombreux. Et les problématiques étaient aussi peut-être moins compliquées. Alors j'avais envie de vous dire complexifiées parce que quand on regarde l'évolution de la société, quand moi j'intervenais dans une famille, avant j'avais un papa, une maman, à la limite un divorce. Maintenant je travaille sur des familles recomposées où je vais quand même avoir beaucoup de branches. On a des situations qu'on ne rencontrait pas à l'époque. Alors si je vous prends par exemple, quand je vous ai dit 20 000 mineurs en situation de prostitution, les premières prostitutions en collège, elles sont à Paris il y a 3-4 ans. Ce sont des problématiques qui sont récentes. Mais donc quand on parle de prostitution au collège, c'est des enfants de 11-15 ans, grosso modo. C'est ça, oui. Ce sont des enfants de 11-15 ans qui n'ont pas forcément toujours conscience qu'ils sont déjà en situation de prostitution, puisqu'ils vont s'afficher sur des réseaux sociaux en espérant en retenir et obtenir la gloire, quelque part, se faire valoir sur les réseaux sociaux. On peut aussi avoir des jeunes qui ont envie d'avoir des superbes baskets de marque et qui vont en échange rendre des services sexuels. Donc je pense que certains n'ont même pas la conscience qu'ils ont déjà mis un pied dans cette prostitution. Quand vous parlez là, par exemple, acquérir des baskets en échange d'échanges sexuels, c'est-à-dire c'est avec qui? Alors c'est avec le vendeur de baskets, Non, en général ce sont des adultes qui vont repérer les enfants sur les réseaux sociaux avec leurs failles, puisque les pédophiles en général sont quand même des gens qui connaissent bien les enfants. Connaissent bien leur centre d'intérêt, ils connaissent leurs désirs et ce sont des professionnels du réseau social qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas ou qui vont lier connaissances en essayant de consoler. Ce sont des jeunes qui en général sont en situation de fragilité, donc ils vont être là, ils vont les écouter, il y a tout ce travail d'approche qui est fait auprès de ce jeune, et en fait le jeune il va développer une relation avec cet adulte qui se cache derrière le réseau, jusqu'au point où au moment où l'adulte lui va se découvrir, va demander la rencontre, de toute façon ce jeune il est déjà placé, si vous voulez, sur une sorte de fragilité, il a développé un lien avec celui qui va devenir l'agresseur, puisque à partir du moment où derrière on va demander une faveur sexuelle, on est un agresseur. C'est-à-dire, avant, on avait... Enfin, moi, je connais pas bien le domaine, mais je sais d'avoir déjà beaucoup entendu parler de la pédophilie, surtout
dans le milieu familial, qui est vraiment juste une agression. Là, en plus de ça, donc on reste dans la pédophilie, mais avec de la prostitution cumulée, quoi. C'est ça. C'est assez effrayant quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avant, on mettait des adultes en face de nos enfants. Nous, les professionnels, on accueille, alors, et on continue d'accueillir, hein, mais quand on est sur plusieurs établissements scolaires, on a une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là, on est quand même beaucoup moins disponible. Et le problème, c'est qu'on fait face à l'urgence. Et nous ne pouvons plus faire notre métier de base, qui est la prévention. La prévention, c'est par exemple recevoir un jeune qui va mal et comprendre avec lui pourquoi il va mal. Comment faire pour aller mieux ? Et ça, c'est tout un travail de prévention. Si un jeune arrive et qu'il est très en colère, qu'il s'est fâché avec Pierre, Paul, Jacques, on va l'accueillir, on va se poser, on va prendre du temps, on va l'amener à réfléchir sur ce qui l'a entraîné sur ce chemin de la colère, comment faire justement pour que ça s'apaise. Et on peut prendre notre temps. On prend le temps de l'écouter et en même temps de canaliser toute cette colère. Aujourd'hui, il n'y a plus de canalisateur en face. Nous, on intervient dans l'urgence. Vous venez, un élève vient de révéler une maltraitance au sein de sa famille. Je vais quitter ce que je fais, je vais changer d'établissement et je vais rédiger, je vais rencontrer les parents, rencontrer le jeune, mais je vais agir sur d'urgence. Mon travail, si je veux qu'il soit bien fait et si je veux lutter contre toute cette maltraitance faite aux enfants, c'est de la prévention. Je dois être en prévention. Mais la prévention, ça nécessite du temps. Du temps, de l'écoute, de se poser, d'avoir un bureau qui est ouvert et que les élèves puissent venir me rencontrer parce que je vais être présente dans l'établissement. Ouais, parce que forcément, un enfant qui se pose peut-être la question s'il est en danger ou pas, il y a un temps de réflexion avant de venir vous voir, j'imagine, dans les couloirs, se dire je viens pas. Alors, sur le collège, c'est encore un petit peu différent. C'est rare que l'élève passe de lui-même la porte ou alors c'est vraiment très grave. En général, ils nous sont orientés par les professeurs, par la vie scolaire, par l'infirmière qui peut aussi recevoir un élève qui viendrait trop souvent avec des maux de ventre, des maux de tête. C'est vrai que ça interroge. On se dit tiens, il somatise, qu'est-ce qui peut se passer ? Pourquoi Voilà. Et donc ils arrivent dans notre bureau, en général, ils ont été orientés. Quand on est, alors avant, nous intervenions dans les lycées, ce qui se fait quasiment plus, puisque nous ne sommes plus suffisamment nombreuses. La politique veut que nous avons été remises essentiellement sur les collèges. Mais quand on est au lycée, là, les élèves passent la porte. Ils sont déjà plus matures, et là, il n'y a quasiment plus d'orientation. C'est vraiment l'élève qui vient de lui-même. Et là, vous dites donc pour l'instant, il n'y a plus de suivi dans les lycées. C'est temporaire, c'est les politiques publiques, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années en arrière, à effectif constant, ils ont voulu mettre le paquet sur les collèges. Mais pour pouvoir mettre le paquet sur les collèges, à effectif constant... C'était au détriment du lycée, quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Parce qu'en même temps, moi comme dit, je ne suis pas du tout du domaine, mais je me dis que le lycée, c'est aussi une période de l'adolescence qui est compliquée. Et ça, c'est uniquement une question d'économie de l'État ou c'est parce qu'ils n'ont pas du tout conscience de tous ces problèmes ? Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'ils ont conscience des problèmes parce que les chiffres que je vous ai cités, bien sûr, je peux vous citer toutes les sources, ce sont des rapports publics que vous pouvez consulter et faits par des organismes d'État. Donc les problèmes, ils sont connus. Ouais. Voilà. Après, on est vraiment sur des problèmes d'effectifs, donc comme on est fonction publique, avec toutes les mesures d'économie. Qui sont peut-être. Et là, il y a autre chose qui m'a choqué dans les chiffres que vous avez donnés, c'est sur les psychotropes. Donc ça, les psychotropes, c'est quoi ? C'est les antidépresseurs, c'est les drogues, j'ai pas trop Alors, compris. Les hypnotiques, donc ce qui va servir à vous calmer, on est à plus 62%. Sur les antidépresseurs, plus 78%. Et pour les antipsychotiques, on est à plus 48%. Donc rien que le mot antidépresseur et enfant, je pensais que ça pouvait pas être dans la même phrase. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne des antidépresseurs à des enfants, quoi. Oui. Alors, et c'est justifié ou c'est... Peut-être qu'au début, on aurait pu éviter l'antidépresseur. Mais quand vous n'avez plus d'assistante sociale
ou qu'il va vous manquer des professionnels dans les structures, on a des enfants qui vont mal, Ouais. que nous n'arrivons pas à rencontrer, faute de temps, faute de professionnels, des situations qui empirent. Pour vous donner un ordre d'idée, quand un gamin va mal et que nous souhaitons l'orienter vers un centre médico-psychologique, Ouais. c'est 6 mois de délai d'attente. D'accord. Ouais. Autant dire que la situation, elle a largement le temps de se dégrader. D'accord. On n'a plus, on manque de psychologues, Mhm. mais on a des médicaments. Ouais. Et donc, du coup, ces médicaments, ils sont donnés par qui et à quel moment alors? Par les médecins. Un médecin généraliste peut Mm. prescrire. Oui. D'accord. Ouais. Et les hypnotiques, donc ça, ce sont des médicaments, vous avez dit, pour calmer, c'est-à-dire on est en période de crise, il faut calmer. Beaucoup de médicaments pour lutter contre les angoisses. On a énormément, et alors là, depuis le Covid, on a vu une flambée, hein, vraiment une grande flambée, des jeunes qui angoissent à l'idée de venir dans les établissements. La socialisation, on a un vrai problème au niveau de la socialisation, de l'humain entre l'humain. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui leur fait peur là? C'est venir dans le local ou c'est rencontrer les gens? C'est vraiment rencontrer les gens qui... Alors, ça c'est tout le travail d'une psychologue. Ok. Vous avez un état d'anxiété Ouais. qui peut après basculer un petit peu plus profondément, et donc là ils vont ajuster les médicaments, mais ajuster le médicament sans rechercher la cause du problème, c'est pas vraiment la solution, quoi. C'est plutôt effrayant comme constat. Je ne me rendais pas compte qu'on en était là, quoi. Quand c'est dans le roman, je partais du principe, justement, comme il y a marqué roman, que c'était du roman, mais là, de ce que vous dites, c'est quand même très teinté de réalité, en fait, quoi. Dans le roman, je vais parler effectivement de trafic d'humains et de prostitution des mineurs. D'accord. Voilà. Alors je l'ai forcément un petit peu agrémenté, mais ce que je veux dire, c'est que la base, elle est là, quoi. Ouais. Ça vient pas de nulle part. Ouais. Donc lire ce roman, c'est pas quelque chose d'anodin, quoi. C'est-à-dire, il faut c'est-à-dire, c'est une histoire, d'accord, mais il faut bien comprendre qu'on a quand même un réel problème en ce moment, quoi. D'accord. Bon, c'est un peu, c'est des nouvelles assez fortes là que vous nous donnez, qui sont pas forcément super joyeuses, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qu'on peut pas ignorer, quoi. Hein. Il faut absolument se pencher là-dessus. Il faut qu'on saisisse, en tout cas, il faut que le gouvernement saisisse la mesure et les enjeux de ce qui est en train de se passer, quoi. D'accord. Je vous remercie pour ce temps que vous nous avez accordé. On va transmettre votre message partout où on a la capacité de le transmettre. Donc, comme dit, hein, le roman s'appelle Chute, c'est notre secret, et pour les gens du secteur, il est donc disponible à Falsbourg, à l'Arbre à Papillon, et puis sinon sur Amazon, et puis n'importe quelle librairie peut le commander. Très bien. Merci beaucoup, et puis on se revoit bientôt. Alors. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Un instant de découverte avec Découverto. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.